Pour terminer notre balade, nous partons pour la ville de Moulins, la capitale du département. Elle s'étend sur la rive droite de la rivière Allier. Moulins est le berceau d'une dynastie qui a régné sur la France pendant plus de 2 siècles, les Bourbons. C'est un enfant de la ville qui va nous raconter cette histoire. Sébastien Joly de la Vernelle est un journaliste passionné par les richesses du patrimoine bourbonnais. Ce matin, il a rendez-vous avec Pauline Forichon, guide de la ville. Bonjour Sébastien. Bonjour Pauline. Elle va nous entraîner sur les traces des Bourbons. Là, on est vraiment au cœur du quartier historique et notamment au pied du château des Ducs de Bourbon. Et ces Bourbons, ils s'installent quand à Moulins? Alors, le premier duc de Bourbon, c'est 1327, Louis Ier de Bourbon. Ils vont très vite choisir de venir s'installer à Moulins et donc, par conséquent, de commencer la construction de leur château ici à Moulins. Le choix de Moulins ne serait pas le fruit du hasard, mais plutôt d'un élan du cœur. Selon la légende, après une partie de chasse, le premier sire de Bourbon aurait trouvé refuge dans un moulin sur les bords de l'Allier. Là, une jeune et jolie meunière lui ouvre la porte, il en tombe amoureux et du coup il décide de faire construire un relais de chasse juste à côté de ce moulin afin d'avoir l'excuse de venir la visiter régulièrement. Et donc on dit que ce relais de chasse se serait transformé en château petit à petit et que la ville de Moulins, du coup, se serait construite autour de ce relais de chasse. De l'immense château ducal construit au XIVe siècle, il ne reste aujourd'hui que ses vestiges. Et notamment la tour principale, dont le nom en fera sourire plus d'un. Ce serait le roi Louis XIV qui serait venu donc ici à Moulins et qui se serait exclamé en voyant cette tour c'est une très belle tour, mais alors qu'est-ce qu'elle est mal coiffée. En fait, à l'époque, elle avait une toiture qui était tronquée. Et voilà pourquoi aujourd'hui on garde ce surnom de mal coiffée qui nous est cher. Juste en face de la tour de la Malcoiffée se dressent fièrement les 2 flèches de la cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation. À Moulins, vous ne pourrez pas la rater. Son architecture gothique domine toute la ville. Elle a la particularité d'être construite en 2 parties, à 2 époques très différentes. Ce que tu peux voir ici, c'est la façade ouest et c'est celle qui date du 19e siècle. La partie qui est située à l'arrière, qui correspond aujourd'hui au chevet de la cathédrale de Moulins, date du XVe siècle et que l'on appelle la collégiale. Et il a fallu attendre le XIXe siècle en fait, et l'arrivée du premier évêque à Moulins en 1823 pour avoir cet agrandissement devant lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Alors maintenant, je t'invite à me suivre, à aller à l'intérieur et découvrir le trésor de la cathédrale de Moulins. Eh bien, allons-y. La cathédrale renferme en effet un joyau caché qui fait la fierté de tous les Moulinois. Derrière cette porte, à l'abri de la lumière, c'est une merveille qui attend le visiteur. Alors le voici, ce fameux trésor de la cathédrale de Moulins. C'est le triptyque du maître de Moulins. C'est réellement le témoin de ce que pouvait être la richesse du mécénat artistique à la cour des ducs de Bourbon. Ces mécènes ont contribué au rayonnement culturel et artistique de Moulins à la fin du XVe siècle. On les retrouve sur le tableau. À gauche, tu as Pierre II de Bourbon, qui est présenté par son saint patron Saint-Pierre, et à droite, la duchesse Anne de France, avec sa sainte patronne Sainte-Anne. Sur le panneau central, tu as le couronnement de la Vierge. C'est une Vierge en gloire, elle porte l'enfant Jésus sur ses genoux, elle est entourée d'anges, et elle a mérité d'être couronnée de 12 étoiles. Alors ce tableau, on a l'impression qu'il vient d'être réalisé, il a été restauré, forcément. C'est un tableau qui a été commandé aux alentours de 1500 et qui n'a subi aucune restauration fondamentale. Il a été fermé pendant de nombreuses années, c'est un triptyque, donc il se ferme et ça l'a donc conservé dans ce merveilleux état et aujourd'hui on peut l'admirer ici à Moulins. Dans les rues de la ville, on peut aussi trouver des traces d'un passé plus récent. Alors là Sébastien, on change d'époque, je t'emmène dans un nouveau lieu emblématique de la ville de Moulins. Le Grand Café était en effet le cœur de la vie mondaine du moulin de la Belle Époque.
Le grand café dans lequel nous nous situons actuellement a été construit en 1899. C'est le plus beau café de Moulins avec son jeu de miroirs qui se reflète à l'infini, qui nous donne une impression d'immensité. Et puis notamment ce plafond peint que tu as ici au-dessus de toi, qui nous présente les allégories ici de la boisson et ici du jeu avec les jeunes femmes qui jouent aux cartes. Voilà, on est dans un lieu convivial ici. Tellement convivial que le Grand Café a attiré tout le gratin de Moulins, et notamment des officiers de l'armée en garnison dans la ville. Voilà, donc ici on arrive sur le balcon du Grand Café, c'est là où l'orchestre se mettait pour jouer pour les convives qui déjeunaient ou dînaient en dessous. À cette époque, une jeune artiste fait chavirer les cœurs de tous ces militaires. Son nom, ou plutôt son surnom, est resté célèbre. C'est Gabrielle Chanel qui est arrivée à Moulins en 1901 et c'est notamment à Moulins qu'on lui a donné son surnom de Coco grâce à une chanson qu'elle interprétait qui s'appelait « Qui a vu Coco » dans le Trocadéro. Ses amis militaires lui demandaient d'interpréter cette chanson en l'acclamant « Coco, Coco » et du coup ce surnom lui est resté. Si Coco Chanel a très vite quitté Moulins pour monter à Paris et faire carrière dans la mode, pour d'autres, la gloire est restée plus locale. Ce sont les automates du beffroi de Jacquemart. Ils sonnent l'heure pour les Moulinois depuis le XVIIe siècle. Alors encore un monument emblématique de Moulins, c'est la tour Jacquemart, la tour horloge, qui a été construite au XVe siècle. Alors pourquoi cette famille en haut de cette tour? Alors oui, là aussi on a une légende qui nous dit que Jacquemart, qui est la personne qui monte tous les jours donner l'heure et avoir ce rôle de guetteur pour la ville, a fait monter sa famille pour regarder et admirer le spectacle lors de l'arrivée de la duchesse Anne de France à Moulins. Mais malheureusement, il a oublié de sonner l'arrivée de la duchesse avec son marteau et donc il est dit qu'il y avait une sorcière qui les a transformés tous les quatre en automates afin que plus jamais ils n'oublient de sonner l'heure. Nous quittons Moulins pour suivre le cours de l'Allier. Une rivière sauvage, parfois capricieuse, mais toujours étonnante. Son lit se déplace au gré des saisons, dévoilant des paysages uniques et majestueux. Ses méandres laissent apparaître des bancs de sable et des zones humides qui attirent une faune exceptionnellement riche. De nombreuses espèces d'oiseaux ont trouvé refuge ici. Cette rivière indomptable, quelques-uns ont réussi à l'apprivoiser. Manu Paris est de cela. Sébastien retrouve ce batelier amateur sur les bords de l'Allier. Bonjour Manu. Sébastien, bonjour. Alors tu m'emmènes traverser l'Allier? On va traverser la rivière sur ce futreau, c'est vraiment le bateau traditionnel de la rivière Allier. Je t'invite à monter. Eh bien allons-y. Vas-y, je tiens le bateau. Ces bateaux à fond plat de 8 mètres de long sont aujourd'hui les derniers témoins d'une époque où la rivière Allier était la seule route commerciale d'Auvergne. Alors Manu, donc en fait ce type d'embarcation il servait à quoi? Alors, ce futreau, principalement, c'est des bateaux qui servent à traverser la rivière. Mais il sert aussi de bateau pilote. Il précède les grands convois de marchandises pour repérer la bonne route. Il y a 200 ans, ici, l'Allier, c'était une grande route de commerce. Il n'était pas question d'aller s'engraver, s'ensabler, avec un bateau de 25 ou 30 tonnes. Donc ce bateau précédait ces grands convois. En digne héritier des bateliers de l'Allier, Manu a ressuscité une technique de navigation ancienne bien adaptée aux caprices de la rivière et réservée aux costauds. Alors comment il se manie ce bateau? Tu vois Sébastien, j'utilise cette grande perche qui s'appelle un bâton ferré. Le but est de planter ce grand bâton au fond de la rivière, sur le fond sableux, et puis de pousser. Et alors c'est assez physique, on voit. C'est physique, mais en même temps, il convient d'avoir une bonne lecture des eaux et d'éviter l'endroit qui possède un fort courant. C'est aussi une rivière qui rend modeste parce qu'on ne peut jamais dire qu'on connaît la route parce que ça change sans arrêt. Pour Sébastien, la balade se termine au pied du domaine d'Ambro. Merci Manu pour cette traversée de l'Allier. De rien Sébastien, bonne continuation. Merci. Ambro, c'est une ferme à l'ancienne, gérée par une équipe d'amoureux du patrimoine qui mettent en valeur la culture et les traditions populaires de l'Allier. Bonjour Ghislaine. Bonjour Sébastien.
Bonjour Frédéric. Bonjour Sébastien. Alors c'est là qu'on va fabriquer un véritable pâté aux patates? Oui, on va essayer de le faire de façon traditionnelle. Ghislaine Habert et Frédéric Paris sont deux grands spécialistes de ce fleuron de la cuisine bourbonnaise. Évidemment, tout commence par une corvée de patates. Alors c'est le plat de l'Allier, le plat du Bourbonnais. Quand Oui. on dit le pâté aux pommes de terre, tous les Bourbonnais vont répondre la même chose. Ah bah c'est notre plat. Mon grand-père, il a toujours appelé ça le pâté aux tartouffes. Tu Oui, vois, on l'appelait pas partout pareil. Oui. Non, tu vois, du côté de Molusson, ils appellent ça le truffat. Ouais. Apparu à la Révolution française, pendant les grandes famines, le pâté aux pommes de terre est un plat rustique. On le préparait en famille, égard à celui qui prenait des libertés avec la recette. Donc tu vas les couper en fines lamelles, comme ça, tu vois. Bah, dis donc, moi je l'ai coupé comme ça. Ah bah ça va pas du tout, hein. Je suis en train de faire des frites là. Ouais, bah non, c'est... Bon, bah, c'est pas grave. La recette traditionnelle est toujours la même. Des patates, bien sûr, du persil et des oignons, ciselés de préférence. Alors, tu vas essayer quand même d'affiner un petit Oui, peu, d'affiner un petit peu, tes parce morceaux qu'effectivement, d'oignons, parce que là... Les morceaux sont un peu gros, oui. Oui, mais ça Il y va a une venir. habitude, hein, ça il y a va une venir. habitude, hein. Une fois mélangée, la garniture va reposer, le temps de préparer la pâte. Et là encore, Ghislaine est très à cheval sur les traditions. Tu sais que l'erreur à ne pas commettre, C'est c'est laquelle? de faire un pâté aux patates avec de la pâte feuilletée. Ah, et c'est pas bon parce que qu'est-ce que ça va faire? Ah non, c'est finalement, pas une d'utiliser? histoire de goût, c'est que c'est pas comme ça que ça se fait. Il faut vraiment Voilà, utiliser la c'est pâte. de la pâte brisée. La pâte brisée, donc, est étalée dans un moule, avant de recevoir la garniture. Allez, vas-y, moi j'en fais un peu, puis toi aussi. Alors, il faut qu'il y en ait partout quand même, hein. Oui, voilà, On vraiment. va pas lésiner sur la marchandise. Petit truc. Oui, quel est le truc? Alors moi, je mets quelques petites noisettes de beurre. Ah oui, Voilà. on est bien gourmand. Tu sais, ma grand-mère, elle disait « C'est pas gras, mon petit garçon, c'est du beurre. On recouvre le tout d'une seconde couche de pâte. Pour fermer sa tourte, Ghislaine a une dernière astuce. Tu vas prendre ta pâte, comme Oui. ça, avec tes deux doigts, Oui. et tu vas ourler. Là, il y a tout un art. Voilà. Alors, tu penses que c'est fini, là? Alors moi, je le mettrais bien au four, mais peut-être pas. Alors. Ben non. Il manque un tout petit truc. Bon, alors on va dorer la surface, je suis sûr. Voilà. C'est ça. Voilà, pour qu'il ait une jolie couleur au four. Allez, tu Donc le je la poses sur la pose pelle, oui. Sur la pelle. Voilà. Après 45 minutes de cuisson dans le four à pain, le pâté aux pommes de terre a pris sa couleur dorée. Mais il manque un ingrédient essentiel. Alors la crème, on en met combien dedans? Beaucoup. Beaucoup. Oui. Alors, il faut bien prendre de la crème de ferme, de la crème de domaine, comme on dit. Hein. Pour les jours de fête, là, on se réservait la crème quand même. Parce que tu vois la quantité qu'il faut mettre, là, il faut quand même être généreux sur la crème. Mais en temps normal, cette crème était vendue, bien sûr. Tu vois, là, j'ai peut-être été un peu trop généreuse. Voilà. Et alors après, l'idée, c'est de remettre le couvercle de manière et de façon à ce que ce soit... Retrouver la forme, son emplacement Voilà, d'origine. à peu près l'emplacement d'origine. Bon, à peu près. Ça, t'aimes la crème? Ah, moi j'adore la crème. Alors, place à la dégustation. Une petite part pour moi. Il est excellent. La crème avec la chaleur, comme ça. Tu vois, après, on n'a plus qu'à faire une bonne pernière, tu vois. Exactement. Bonne sieste. Pas de sieste pour Sébastien. Il doit déjà repartir. Car il a rendez-vous dans ce qui fut à la fois la capitale spirituelle de l'Allier et le point d'ancrage de la dynastie des Bourbons, la prieurale de Souvigny. Bonjour monseigneur. Alors on est à Souvigny, c'est véritablement là que commence l'histoire des Bourbons. C'est vraiment le berceau de la famille grâce à l'acte donateur de 915. C'est ici pour la première fois qu'on parle de la famille de Bourbon. Mais c'est aussi notre dernière demeure. Allons-y. Celui que Sébastien appelle Monseigneur, c'est le prince Charles-Henri de Lobkowitz, un descendant de la famille des Bourbons. Pour lui, la prieurale de Souvigny, c'est le lieu fondateur de sa dynastie. Mais finalement, pourquoi les Bourbons attachent autant d'importance à ce lieu, ici? Parce que le premier ancêtre connu des Bourbons, Aymar, donne ce lieu au moine de Cluny en 915, date de sa mort. Et c'est dans cet acte de donation qu'apparaît le nom de la famille de Bourbon pour la première fois. Alors on est à côté de deux gisants. Qui sont ces deux personnages? Saint-Mailleul, Saint-Odilon, 4e et 5e père abbé de Cluny. Ils sont tous les deux morts à Souvigny. Il faut savoir que l'abbaye clunisienne était la référence pour le monde chrétien
à l'époque du Moyen Âge. Sous la double influence des puissants moines clunisiens et des ducs de Bourbon, l'abbaye de Souvigny va devenir un lieu de pèlerinage central de la chrétienté au Moyen Âge. On lui prête des vertus miraculeuses. Alors les gens arrivaient par la porte centrale, on les amenait jusqu'à là. La grille s'ouvrait car il y avait déjà une grille. Et on amenait les gens qui s'allongeaient sur le sarcophage et sur la droite, vous voyez une fenêtre, ils y glissaient la main et pouvaient toucher les reliques. Au fil des siècles, l'abbaye de Souvigny s'est agrandie. Elle est devenue le cœur spirituel de la famille des Bourbons, qui ont décidé d'en faire leur nécropole. Alors, où est-ce qu'on arrive, monseigneur, ici? Dans un de nos lieux de sépulture. Alors, ce sont vos ancêtres qui sont... Oui, le bon duc Louis II de Bourbon et son épouse Anne d'Auvergne. Alors, ces personnages ont véritablement compté pour le Bourbonnais. Énormément. Ils sont vraiment la référence des grands princes féodaux du Moyen-Âge. Il faut imaginer ces statues debout face à leur créateur que l'on trouve au centre de la voûte. Comme ces gisants, vous aussi, levez les yeux. Car le spectacle est aussi au plafond. Depuis le Moyen-Âge, ces anges magnifiquement décorés veillent sur les Bourbons. Une lignée très tôt placée sous le signe du destin. Charles-Henri tient à décrypter pour nous le blason des Bourbons. Des fleurs de lys barrées d'une brisure rouge. Cette brisure marque le fait que les Bourbons appartiennent à la branche cadette, mise à l'écart du pouvoir par la dynastie régnante des Valois. Mais je crois qu'il y a une légende autour de ce blason. Oh, il y a une très belle légende. Le jour de la mort, de l'assassinat du dernier Valois qui permet au premier Bourbon de devenir roi de France, la foudre vient frapper cette brisure rouge qui marque la branche cadette. Et en cassant cette brisure, les Bourbons deviennent les aînés et régneront sur la France. C'est donc la main de Dieu qui aurait confirmé l'accession des Bourbons au trône de France. Légende ou réalité, vous serez envoûté par le charme mystique et spirituel qui émane de cette prieurale. C'est à Souvigny que se termine notre voyage dans l'Allier. Une région étonnante et authentique qui assurément mérite le détour.